Est-ce qu'il est possible de vivre de ses rentes avec un capital de 200 000 euros? Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te partager un pas à pas, étape par étape, pour pouvoir, si tu as 200 000 euros, t'inspirer de ce que j'ai pu mettre en place et de ce qui existe. Alors, comme la plupart des vidéos sur cette chaîne YouTube, tu peux télécharger le dossier, mes notes. Je t'expliquerai juste après comment le faire. Si tu découvres cette chaîne YouTube, bienvenue sur Jérôme Crée un second revenu. Ici, on parle de souveraineté financière en général, mais de création de rente en particulier. En ce qui me concerne, cela fait des années que j'investis sur les deux stratégies que je vais t'expliquer, que je vais te partager aujourd'hui. Ce que j'appelle la stratégie potager. J'ai aujourd'hui pratiquement 150 000 euros d'investis dans cette stratégie et cela me génère en brut quasiment 1000 euros par mois. Et en ce qui concerne ce que j'appelle les stratégies silo, aujourd'hui j'ai autour de 150 000 euros investis sur 3 stratégies, mais je te partagerai en particulier 2 des stratégies silo dans cette vidéo. 3 étapes dans cette vidéo. D'abord, on va voir comment réduire ses dépenses. Alors tu peux sauter cette étape, mais je te le conseille pas. Ensuite, comment mettre en place, quelles sont les stratégies potager et enfin les stratégies silo. Juste avant de démarrer cette vidéo, il faut être clair, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Je te partage dans cette vidéo, dans ces vidéos, dans cette chaîne YouTube, des stratégies que j'ai mis en place pour moi et qui peuvent t'inspirer. C'est juste une histoire de partage. Ce n'est pas un conseil en investissement. Alors, première étape, première partie, c'est réduire ses dépenses. Pourquoi ? Avec 200 000 euros, tu peux escompter en brut autour de 10% par an. C'est-à-dire autour de 20 000 euros. Donc on va voir comment les générer, comment l'optimiser. Mais ça veut dire que si tu dois dépenser 3 000, 4 000 euros aujourd'hui, bah, ça passe pas. Donc, éventuellement, si aujourd'hui tu n'as pas le choix que d'avoir à placer 200 000 euros et de vivre de ce patrimoine-là, ma première étape, c'est réduire ses dépenses. Là-dessus, tu as des choses qui sont intéressantes, c'est tout ce qui est frugalisme, c'est-à-dire de voir dans ces dépenses, les dépenses indispensables, se loger, se chauffer, se transporter, se nourrir, tout ce qui est non négociable. Et puis, il y a tout ce qui est accessoire important d'ailleurs, hein, faut pas éliminer tout l'accessoire, mais sur l'accessoire, éventuellement, voir quelles sont les passions aujourd'hui que l'on a, celles qui ne nous coûtent rien ou pas grand-chose, et celles qui coûtent beaucoup, et le temps éventuellement d'augmenter ses revenus, et ben de mettre ses passions de côté. Et oui, c'est pas nécessairement joyeux quand on doit vivre avec autour de 1800 euros par mois. Maintenant, il y a une manière joyeuse de vivre pour 1800 euros par mois. C'est, si tu as le choix, moi j'ai le choix, donc j'enregistre cette vidéo, ici je suis à Bali. À Bali, je vais te montrer que, en fait, en fonction de là où tu te trouves, ta vie, te loger, te nourrir, te blanchir, te chauffer, tu oublies, te climatiser, te faire plaisir, ça peut te coûter beaucoup moins cher que tes 1800 euros. Alors, là-dessus, je te parlais du frugalisme. Tu as aussi, si tu veux faire des recherches, c'est tout ce qui est le mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, c'est Financially Independent, Retire Early, c'est-à-dire être libre, indépendant et être à la retraite tôt. Alors, je pense pas que de rien faire de sa journée, de pas avoir d'activité, ce soit sain, mais en tout cas, ce mouvement-là, je le vois comme je suis retraité d'une société. C'est-à-dire que je n'ai plus à devoir travailler pour un patron et surtout, d'être emprisonné dans un lieu géographique. Parce que malgré le travail à distance, aujourd'hui, la plupart des entreprises reviennent tout ou partie en arrière et surtout pour les sociétés françaises, je me rends compte que je ne croise aucun Français qui sont salariés ici à Bali d'une société en France et qui travaillent à distance. Je le vois avec des gens qui travaillent pour des sociétés hollandaises, des sociétés américaines. Le monde anglo-saxon est beaucoup plus ouvert, mais si tu travailles pour une société française, là aujourd'hui, d'aller 3 jours à Bali et de revenir 3 jours à Paris ou à Marseille ou à Lyon ou à Bordeaux ou à Nantes, aujourd'hui ça le fait pas. J'avais créé une vidéo il y a quelques années, tu as le lien dans les notes là que tu pourras récupérer,
où je parle dans le minimalisme de la règle des 4%, c'est-à-dire ce que j'appelle l'épargne infinie. Ça veut dire si tu te contentes de dépenser tous les mois 4% de ton épargne, donc on voit que c'était très conservateur, mais en tout cas ça te donne les bases d'une bonne gestion à long terme. C'est-à-dire que tu récupères 200 000 euros, tu as gagné 200 000 euros, tu as hérité de 200 000 euros, tu te dis, bon, bah, j'en ai quelques années pour vivre avec. Oui, mais l'idée, c'est que tu vas pas vivre quelques années. Dans 5 ans, dans 10 ans, il faut que tu continues à vivre. Donc, ce qui t'empêche pas d'avoir des activités, mais si tu veux vraiment sécuriser ta vie en te disant, bah, si un jour je ne veux plus travailler, bah, il faut que je comprenne le placement à long terme. Et donc, tu as cette vidéo, tu le récupéreras dans le dossier qui est téléchargeable. Je te parlais de vivre dans des pays low cost. Alors attention, vivre dans un pays low cost, ça ne veut pas dire vivre low cost, ça ne veut pas dire vivre en se sacrifiant. Je parle au niveau du cadre de vie, du style de vie. On peut se sacrifier par rapport à des amis, de la famille, parce que de vivre loin, souvent ces pays-là, ils sont assez loin de la France. Les plus proches, je pense, c'est par exemple le Maroc. Tu as des pays en Europe, je crois tout ce qui est Albanie, Grèce. J'avais vécu quelque temps au Portugal. J'ai vécu quelques temps en Estonie, c'était en 2020, mais depuis le niveau de vie a largement, les dépenses mensuelles ont largement augmenté, donc ce qui était beaucoup moins cher qu'en France, c'est devenu aussi cher qu'en France pour un cadre de vie qui ne vaut pas le coup. Hein. Franchement, si tu t'intéresses à l'Estonie, on pourra en parler. Mais c'est pas un pays sexy. Bon, bref, tu as, pareil, tu auras les notes le lien dans les notes. Tu as un site qui s'appelle nomads.com. Et par exemple, de vivre dans une des villes agréables de Bali qui s'appelle Sanur, le budget mensuel, si tu t'installes pas en bord de plage, voilà, si tu veux un logement décent mais sans être exceptionnel, et que tu te nourris façon locale, que tu vas profiter un peu, c'est 1000 euros. 1000 euros, voire plus, mais si tu fais du surf, du paddle, du jet ski, tu vas bien sûr avoir des dépenses supplémentaires. Mais ta base en tant que nomade, parce que sur ce site-là, ils font bien la différence entre la vie en tant que local, la vie en tant qu'expat, et la vie en tant que nomade, c'est-à-dire tu viens là pour un mois, donc tu vas louer, entre guillemets, un hôtel, un Airbnb, ou comme je fais ici, par exemple, là où je suis, c'est je passe par alors je suis pas à Sanour, hein, moi je suis je suis au bout à Bali. Là, je passe par une agence immobilière et je paye mois par mois, ce qui me coûte moins cher qu'une chambre d'hôtel. Donc, vivre dans un pays low cost, ça te permet de réduire tes dépenses indispensables. Le logement coûte beaucoup moins cher. Ici, pour le même budget nourriture que j'ai en France, en allant faire mes courses, en préparant mes repas, en dressant la table, en nettoyant la table, en faisant le ménage, etc. Bah ici, je mange tous les jours au restaurant. C'est le même budget. Pour te donner un peu le cadre de vie exceptionnel que l'on peut avoir dans ce genre de pays. Alors, donc je t'invite à réfléchir à ça. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est, une fois que j'ai réduit mes dépenses ou que j'ai des pistes pour réduire mes dépenses, ok, comment à partir de ce capital de 200 000 euros, générer de l'argent pour vivre. Ça, c'est dans la première partie, c'est ce que j'appelle la stratégie potager. Parce que le problème que l'on peut avoir, c'est, on verra plus tard après des stratégies long terme, mais si on se base uniquement sur le trading, sur la spéculation, sur des actions, sur des cryptos, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut aussi en perdre ou ne pas en gagner. Bon, oublions le fait qu'on puisse en perdre, enfin oublions, non, c'est quand même important, mais imaginons que même à la rigueur, si on ne perd pas de l'argent, pendant un an, je n'ai pas gagné en investissant mon argent dans les cryptos, dans les actions, etc. Comment est-ce que tu fais pour vivre? Comment est-ce que tu fais pour manger, pour te loger, pour te transporter? T'arrêtes de vivre en attendant, par exemple, en attendant le prochain bull run qui n'est pas là tous les ans. Donc, on a une problématique, c'est on a de l'argent. Si tu m'écoutes, c'est que tu as un capital autour de 200 000 euros et que tu souhaites récupérer de la liberté. Et donc, il faut que tu puisses, à partir de ce capital, vivre. Et là-dessus, on a éventuellement, souvent, ce que j'entends, c'est ce que j'ai noté, là, les fausses solutions.
dans les stratégies potagées, hein, pour payer ses factures du mois, c'est bah, Jérôme, moi j'ai placé sur l'assurance vie, j'ai en automatique, bon, en ce moment c'est combien? C'est 2,5%. Donc dans la vidéo je parlais 4%, la règle des 4%, là on y est loin. Donc pour pouvoir vivre à partir de l'assurance vie, non, ça ne rémunère pas assez. Et puis bien sûr, tu le sais, en m'écoutant, tu te dis, mais Jérôme dit n'importe quoi. Parce que oui, l'assurance vie, tu ne peux pas retirer de l'argent quand tu ouvres ton assurance vie. C'est une enveloppe fiscale qui fait que tu es sanctionné si tu sors de l'argent avant. Dis-moi si je me trompe, que j'ai plus d'assurance vie. Ça fait très longtemps que j'ai fermé mon assurance vie. Il me semble que c'est 8 ans. J'ai peut-être une bêtise. Marque-le dans les commentaires. Ensuite, il y a l'immobilier. D'investir sur du locatif. Alors, on oublie le locatif courte durée si tu veux avoir une liberté géographique, parce que l'immobilier courte durée est très rentable si tu t'occupes quasiment de tout. C'est-à-dire que si tu récupères quasiment toutes les tâches, et donc s'il faut que tu ailles faire les entrées et les sorties, que tu ailles faire le ménage, que tu ailles faire les quelques réparations parce qu'il y a un problème lorsque tu as un locataire, de faire des moyennes réparations au bout de quelques années parce que bien sûr ton immobilier vieillit et que tu souhaites dépenser le moins, ça veut dire qu'il faut que tu sois physiquement à côté de ton ou tes biens immobiliers en location courte durée. Et puis en plus, l'État aujourd'hui est en train de resserrer la vis par rapport à tout ce qui est location type Airbnb. Donc, après, tu as du locatif avec des immeubles de rapport. Ça peut être une solution intéressante. Mais bien sûr, souvent, quand il va falloir que tu investisses dans un nouveau bien, il va falloir que tu te déplaces, il va falloir que tu suives les travaux, il va falloir que tu trouves l'agence ou la conciergerie pour pouvoir gérer. Tu auras toujours des problèmes à gérer. Donc, c'est une solution, mais qui demande quand même de l'investissement en énergie, en stress et en temps. Ensuite, les actions à dividendes. Les actions à dividendes, de la même manière que la spéculation, c'est pas exactement pareil, parce que là, tu as des dividendes, tu as de la rémunération de tes actions, mais tu peux avoir une crise économique qui fait que pendant quelques trimestres ou pendant un an, tes actions ne versent pas de dividendes parce que elles préfèrent garder l'argent dans la société le temps de faire le dos rond par rapport à une crise économique et de redistribuer au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Et donc, comment tu fais à nouveau pour payer tes factures? Comment est-ce que tu fais pour vivre, pour te loger, pour te nourrir, pour te transporter, pour etc. etc. T'as compris. Alors, moi, il y a une autre possibilité que j'ai mis en place, j'ai découvert il y a 3 ans et que j'ai massivement investi depuis octobre 2023, c'est ce que j'appelle les micro-investissements ou les micro-prêts. De manière communiste, j'aime pas ce terme-là, c'est le financement participatif. Parce que non, j'investis, je suis pas là pour participer. Pour moi, il y a un côté communiste là-dedans. En anglais, c'est le crowdfunding, le crowdlending, le peer-to-peer lending. Bon, moi, ce que j'appelle du micro-investissement ou du micro-prêt. Je te partage à l'écran ici, depuis octobre 2023, les rentes qui augmentent chaque mois parce que chaque mois, j'augmente mon patrimoine. Alors là, ce que je te montre, c'est ce que je gagne à partir d'un capital. La dernière colonne, c'est le mois dernier, c'est à partir d'un capital d'un peu plus de 140, entre 140 et 150 000 euros. Donc, en brut, j'ai 1 000 euros par mois. Ce que tu vois en bleu, c'est certains retards. Donc, ça, il faut que j'améliore pour pouvoir réduire les retards, mieux investir. Mais déjà, en faisant des bêtises, parce que j'apprends en faisant des bêtises, j'apprends en avançant, en découvrant et en faisant certaines bêtises. Même en faisant ça, j'ai quand même une rentabilité aujourd'hui qui est autour de 150, qui doit être à 8% par an avec ces retards. Si je rajoute les retards, je dois être autour de 11-12%. Et si en plus je laisse le temps au capital d'investir. Si ça t'intéresse, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Tu regardes sur la chaîne YouTube. Il y a une playlist spéciale pour ça où tous les mois, je fais le bilan de ces micro-investissements. L'avantage de ces micro-investissements, c'est que c'est, on va dire, des contrats, c'est souvent des obligations. C'est-à-dire tu passes par une plateforme qui, elle, va sélectionner les projets. Donc, elle sélectionne les emprunteurs. Elle les sélectionne, elle regarde leur stabilité, leur solidité financière. Elle va regarder le projet. Elle va regarder comment sécuriser le projet avec des contreparties, des garanties. Et elle te présente ce projet. Donc, il y a déjà une analyse faite par des plateformes qui sont régulées. Toi, tu as un choix, par exemple aujourd'hui, sur l'outil que je me suis créé pour suivre les projets en cours de collecte, je suis autour de 80 projets ouverts à la collecte. Donc je vais regarder ça, j'applique moi-même des filtres, et puis tous les jours j'ai 1, 2, 3, 4, 5
projets qui correspondent à mes critères. Et là, après, je vais faire moi-même mon analyse. En plus de l'analyse de la plateforme, je vais appliquer mes propres critères et puis j'investis. Une fois que j'investis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contrat qui est signé entre l'emprunteur, la plateforme et moi. Si la plateforme disparaît, le contrat il est toujours actif. D'accord? C'est l'emprunteur qui rembourse le prêteur, l'investisseur. Toi, moi en l'occurrence. Et puis, il y a un échéancier qui est signé avec l'emprunteur. C'est-à-dire qu'au mois le mois, au trimestre par trimestre, semestre ou à la fin, ce qu'on appelle in fine, il est prévu qu'il rembourse le capital et les intérêts pour te rémunérer. Et le jeu là-dedans, c'est de sélectionner que des projets, quand je te parlais de critères précédemment, que des projets sur lesquels j'ai des paiements mensuels, des intérêts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de payer des intérêts. Le capital, parce que le capital, je vais réinvestir. Le capital, quand je suis remboursé, je le réinvestis sur de nouveaux projets. Les intérêts, c'est ce qui me permet de payer mes factures. Et comme j'ai un échéancier prévu à l'avance, je peux savoir que je vais avoir une rémunération qui fluctue très peu, on va dire à plus 10, moins 10%, en fonction des retards, si j'ai bien fait mon travail, et puis en fonction des planifications d'échéance. Et là, en cas de retard, il y a des pénalités, c'est-à-dire que tu vas avoir ton argent quelques mois plus tard avec une rémunération supplémentaire, et en cas de défaut, bon, j'ai aujourd'hui très peu de défauts j'ai plus de 50, j'ai 51 projets, j'ai un micro défaut sur le premier projet sur lequel j'ai investi, où j'ai investi 100 €, donc j'ai 70 centimes qui me sont payés chaque mois, donc c'est même pas un défaut, c'est un retard. Là, c'est un retard. Ouais, non, j'ai qu'un seul défaut qui impacte à 30 € d'intérêt remboursé en moins par mois. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Dis-moi ce que tu en penses. Et si tu veux pouvoir récupérer toutes les notes, là, on va continuer. Si tu veux récupérer toutes les notes, dans le commentaire, tu marques tout simplement « dossier ». Et à ce moment-là, je t'enverrai le lien vers le téléchargement de ce dossier où tu pourras consulter mes notes. Alors, c'est pas de la rédaction, hein, on va aller direct à l'essentiel. Tu as mes notes, tu as mes grandes idées et tu as les liens qui te permettent d'aller consulter les ressources que je te partage. Troisième partie, enfin, c'est ce que j'appelle les stratégies silos. On a vu la stratégie potager, c'est pour pouvoir manger. Hein, j'ai mes crudités, j'ai mes légumes, je peux manger tous les jours parce que tous les jours, j'ai des nouveaux légumes qui apparaissent. Surtout quand tu es dans les pays asiatiques, tropicaux, asiatiques ou pas d'ailleurs, parce que là, tu as des potagers, ils te génèrent de la nourriture tous les mois. Bon, maintenant, la stratégie silo, c'est ce que je mets de côté pour dans 5 ans, dans 10 ans, pour ma retraite. Donc, c'est ce que je stocke. Plus, c'est un silo qui est intéressant, c'est que l'argent que je stocke, les grains que je stocke, ils grossissent chaque année, en fonction de la stratégie que j'utilise. Alors, pour moi, ces stratégies silos, c'est l'argent que je n'ai pas besoin à court terme, hein, l'argent que j'ai vraiment besoin pour pouvoir manger, c'est ma stratégie potager. Tu as 200 000 € à investir, tu décides ce que tu vas mettre en potager et ce que tu vas mettre en silo. L'idée, c'est de réduire ces dépenses, qu'on a vu dans la première partie, pour que net, après impôt, donc là les impôts ça dépend de là où tu te trouves, en France c'est la flotte taxe à 30%, mais tu peux être dans un autre pays, tu peux passer éventuellement en investissement via ta holding, enfin bon ça dépend de chaque personne, c'est pour ça que je parle très peu dans ces vidéos-là de la fiscalité, parce que ça dépend de là où tu te trouves, et comment tu as structuré tes investissements. Bref, tu te retrouves finalement à pouvoir financer ta vie. Imagine que tu es à Sanour à Bali à 1000 € par mois. Bon, bah, tu as structuré le patrimoine que tu souhaitais investir dans ta stratégie potager et éventuellement, bah, il va te rester, ou pas, il va te rester de l'argent que tu vas pouvoir investir pour le long terme. Et là, en long terme, c'est-à-dire à plus de 5 ans, plus de 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. C'est de l'argent que tu n'as pas besoin à court terme. Là-dedans, tu as différentes stratégies. On est d'accord que l'idée, c'est d'investir de l'argent et que même si cet argent, en fonction de l'investissement que tu fais, il baisse de 50% dans 2 ans, entre guillemets, on s'en fout, parce que dans 5 ans, il sera revenu au moins au même niveau que au moment où tu as commencé à investir. Alors c'est une gymnastique, c'est comme si tu investis dans l'immobilier. Tu investis dans l'immobilier pour ta retraite. Imagine que tu te retrouves, je crois que c'est au milieu c'est dans les années 90, il me semble, il y avait une grosse crise en France de l'immobilier. Et donc, il y a eu une baisse de ton immobilier. Imagine que tu as acheté ton immobilier 1 an ou 2 ans avant cette crise. Mais que de toute façon, tu sais que tu vas garder cet immobilier encore 10 ans, 15 ans ou 20 ans.
tu regardes pas ton immobilier au quotidien. Je ne connais personne qui recherche le prix au mètre carré de son bien immobilier tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Personne fait ça. Eh ben, c'est pareil pour ces stratégies silos. Alors souvent, on a tendance à regarder parce que c'est coté tous les jours, donc et puis en fait, dans notre tête, on se dit ouais, mais si j'ai besoin de cet argent dans un an, il faut pas que ça baisse. Ben, à ce moment-là, tu mets pas dans une stratégie silo. Ou tu mets une stratégie silo plus sécurité. C'est là où il faut bien. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris des stratégies silo un peu risquées et d'autres très peu risquées. J'en parlerai juste à la fin. La dernière stratégie que j'ai créée pour moi-même. Bon, là-dedans, tu as des stratégies type j'investis dans le SP500, les 500 plus grosses sociétés américaines. C'est ce qui, la bourse américaine, c'est la plus grosse bourse mondiale à ce jour. Et ils ont beaucoup d'avance. Et on va dire, la capitalisation, les sociétés américaines sont aujourd'hui celles qui génèrent la croissance. Donc, si tu investis dans le SP500, il me semble que tu es sur une stratégie à 9 ou 10% en moyenne par an sur le long terme. Tu peux avoir du plus 50% par an, tu peux avoir du moins 50% par an. D'accord? Bon, c'est une moyenne. Je t'affiche une autre stratégie. Pareil, j'ai fait une vidéo, donc dans les notes, tu pourras regarder ces notes. Tu as le Permanent Portfolio de Harry Browne. Le Permanent Portfolio de Harry Browne, il est moins rentable que le, on appelle ça, que le SP500. Ce que je t'affiche, si tu vois le SP500 en vert et tu vois le Harry Browne en bleu, il est moins performant en moyenne, mais par contre, il est beaucoup plus sécurisant dans le sens où les baisses sont moins importantes et les hausses aussi. Voilà, ça fluctue moins, ce qu'on appelle la volatilité. D'accord? Il y a moins de volatilité. Volatilité, ça veut dire évolution du prix à la hausse comme à la baisse. Voilà, c'est comme si tu étais dans un tremblement de terre, je sais pas, je connais pas l'échelle de Richter, à 4, sur l'échelle de Richter, tu as un tremblement de terre où tu sens des vibrations, et puis quand, une fois j'étais à Bali l'an dernier, je crois qu'on était monté à plus de 7, proche de 8, 7,8 je crois, et je peux dire que tu sens les choses bouger. Voilà, ça s'appelle une volatilité plus importante. Bon, ben, on voit que c'est une stratégie, le Permanent Portfolio de Harry Browne. Tu as une vidéo, hein, pareil, donc je t'invite à cliquer sur, enfin de récupérer le dossier et d'aller regarder la vidéo en cliquant sur le lien, qui est moins rentable, mais qui est moins volatile. Donc, plus rassurante pour placer de l'argent à long terme. Une des stratégies que j'ai créées pour moi-même, pour pouvoir avoir une rentabilité sur le long terme supérieure au SP500. Tu vois à l'écran, donc là on a changé de couleur, non on n'a pas changé de couleur, le SP500 qui est toujours là en vert, et puis la stratégie que j'ai créée, qui est sur une stratégie particulière, mais avec des paramétrages spécifiques, et ben tu vois que je l'ai appelé performance et anticrise, la stratégie PIC, parce que en 2008, 2009, lorsque le SP500 chute de 50%, la stratégie, celle-là, bouge très peu, en tout cas beaucoup moins de volatilité. Et on voit que lorsque le SP500 monte, la stratégie PIC profite de la montée de manière moins importante que le SP500. Mais du coup, comme lorsqu'il y a des chutes, on voit pareil en 2020, la crise Covid, pendant que le SP500 baissait de 20%, la stratégie PIC augmentait de 20%. Donc c'est une stratégie qui, pour moi, me convient très bien, c'est-à-dire que j'ai une très forte, ce qu'on appelle dans les stratégies d'hyper-rentabilité. C'est une stratégie très rentable avec une volatilité beaucoup moins faible, et moins faible que le Harry Browne. D'accord? Sur une année complète, il y a eu une année négative, donc de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, il y a eu une année négative qui a atteint moins 2%, ou moins 3%. Donc, moi, ça me va très bien. Voilà, je t'affiche à l'écran la rentabilité de cette stratégie PIC. Alors, avant de continuer, faisons un petit résumé. Tu as éventuellement, tu as a priori un capital de 200 000 euros et tu souhaites vivre de ce capital. Première étape, c'est est-ce que tu peux réduire tes dépenses? Est-ce que tu peux changer de pays pour vivre un meilleur lifestyle, un meilleur style de vie? Voire même, est-ce que tu peux changer de pays pour finalement, avec le même budget que tu as aujourd'hui, mais avoir un niveau de vie, c'est-à-dire de pouvoir te faire plaisir mieux que dans ton pays d'origine. Alors là, je parle essentiellement de francophones, donc en France, en Belgique, ou au Québec. Deuxième étape, c'est, ok,
une fois que j'ai déterminé mon budget, de ce que j'ai besoin, c'est je vais choisir une stratégie potager pour pouvoir payer mes factures mensuelles. Éventuellement, j'affecte dans les 200 000 euros ce dont j'ai besoin pour financer mon quotidien, mon potager. Et puis enfin, la stratégie silo pour ce que je n'ai pas besoin pour manger tous les mois. Je l'investis à long terme, je le dispatche éventuellement dans 2-3 stratégies différentes pour avoir de très bonnes rentabilités, en réduisant, en évitant d'avoir ces volatilités importantes. Et ça, cet argent qui finalement peut travailler, qui peut être plus rentable que mon potager. Et donc du coup, stocker cet argent dont je n'ai pas besoin pour qu'il me rapporte plus à terme que mon potager. Alors je t'invite à faire un exercice à présent. Je t'invite à imaginer ce que tu peux faire. C'est-à-dire que tu as ce capital, tu souhaites éventuellement gagner de la liberté financière, gagner de la liberté géographique, de pouvoir enfin faire ce que tu veux avec ce patrimoine de 200 000 euros. Tu as un choix maintenant, tu es à la croisée d'un chemin. C'est soit tu ne fais rien, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de l'inconnu, parce que tu l'as jamais fait. Et à ce moment-là, pose-toi la question, dans 5 ans, quelle va être ma vie? Est-ce que la vie que j'aurai dans 5 ans me conviendra? Pose-toi cette question-là par rapport à maintenant si je passe à l'action. Si je passe à l'action, c'est-à-dire que je me renseigne, je me documente, je me forme, je vais regarder, je vais monter en puissance pour commencer, ne serait-ce que commencer à investir 100 euros. Il y a 3 ans, mon premier investissement, ça a été 100 euros. Le capital investi était de 100 euros il y a 3 ans. Et puis il y a 1 an, j'ai décidé, une fois que j'ai bien compris, d'augmenter la part de mon potager dans mes investissements. Et à ce jour, je suis quasiment à 150 000 euros investis, tu l'as vu, avec 1 000 euros de rente mensuelle. Donc pose-toi la question, si je ne fais rien, quelle va être ma vie dans 5 ans? Et si je passe à l'action, quelle va être ma vie dans 5 ans? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que je veux pouvoir financer? Quel rêve je vais pouvoir atteindre? Et je t'invite, si tu le souhaites, à le partager dans la zone commentaire. Peut-être que finalement, tu as plus que 200 000 euros. Tu découvres cette vidéo et tu te dis, ouais, Jérôme, moi j'ai plus de 200 000 euros. Est-ce que les choses vont changer? Eh bien écoute, j'ai fait une vidéo qui s'affiche maintenant sur un capital de 500 000 euros. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dessus et on commence tout de suite. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place avec un capital de 500 000 euros?